Nuit des idées 2022 à l'espace Mendes France à Poitiers. Reconstruire ensemble. Bienvenue à toutes et tous pour cette nuit des idées d'été, un événement organisé par l'Espace Mendes France à Poitiers avec le soutien de l'Institut français et de la région Nouvelle-Aquitaine. Une première soirée a eu lieu en janvier 2022 sur la thématique Reconstruire ensemble. Et suite à des reports liés au Covid, nous avons prolongé les propositions artistiques et radiophoniques avec 2 dates en juin. Donc mercredi dernier, nous vous proposions une soirée à propos des mutations autour de l'artiste et auteur Kay Tempest. Toutes ces propositions sont à retrouver sur le site de la web radio de l'Espace Mendes France, radio.emf.fr. Ce soir, nous évoquerons la reconstruction ou la construction d'une société plus juste, plus égalitaire entre les femmes et les hommes, nous l'espérons, avec ce thème des femmes dans la création. Nous souhaitons échanger sur leur présence dans les arts tout au long de l'histoire, invisibilisées et pourtant elles créent. Nous allons en parler. Cependant, où sont les femmes dans les musées, dans la musique et dans les postes de responsabilité du secteur culturel ? C'est ce fil-là que nous tisserons avec vous pour cette nouvelle soirée d'ébullition. Nuit des idées. Pour aborder ces questions, donc, je suis en compagnie de Mélanie Mingan-Sachon, qui est médiatrice culturelle au Musée Sainte-Croix à Poitiers et curatrice de l'exposition Guerilla Girls, une exposition à découvrir jusqu'à fin septembre, qui va se prolonger un petit peu. Et à ses côtés, l'artiste et compositrice de musique expérimentale, productrice et cofondatrice du réseau Fairplay dont nous allons parler, Valérie Vivancos, aka Ocean Viva Silver. Et donc ce soir, on a débuté à 19h au Musée Sainte-Croix avec une visite de l'exposition Guerilla Girls, qui est donc un groupe d'artistes féministes qui est né à New York dans les années 1980. Écoutons-les un peu. And it occurred to some of us that the art world was basically a white male place, and no one asked why. And say, well, if there are no women, there are no artists of color, it just means they're not making work that's good enough. And we knew that that was a tired excuse. Donc, on entend dans cet extrait qu'elles expliquent que l'art est un milieu essentiellement réservé aux hommes blancs, dont sont exclus donc les femmes, les artistes issus de la diversité raciale, ou ethnique. Et donc, elle commence à dénoncer ça. Donc, est-ce que Mélanie, vous pouvez un peu raconter l'histoire de ce groupe et l'exposition que l'on peut voir au musée ? Alors effectivement, le groupe est né dans les années 80 et plus précisément en 1985, lors d'une exposition au Musée d'Art moderne de New York. C'est une exposition rétrospective, 169 artistes sont exposés et parmi eux seulement 17 femmes. C'est donc ce collectif de plasticiennes et d'artistes new-yorkaises va manifester son mécontentement devant le musée. Et vite se rendre compte que ça porte pas beaucoup de fruits. Et elle se constitue en groupe, en milice, pour communiquer sur cette inégalité, sur cette sous-représentation des femmes et des artistes de couleur, en créant des affiches, des tracts qu'elles vont diffuser dans toute la ville. Et puis ça va déborder au-delà de New York, sur tout le continent américain et bien au-delà après dans le monde. Donc on peut voir ces affiches, mais est-ce qu'elles ont aussi fait des performances ou un peu des sortes de happenings dans des milieux ? Est-ce que ça fait partie de leur mode de militantisme aussi ? Oui, tout à fait. Alors vraiment le départ, c'est ça, c'est l'affichage, c'est le tract, c'est de laisser des traces écrites, mais effectivement, elles font des performances, elles se déplacent dans des établissements scolaires, à la demande, on peut les faire venir et elles sont très, très militantes et très actives. Et on ne sait pas, c'est un groupe anonyme qui est fluctuant, on sait à peu près combien elles sont, les Guerilla Girls ? Alors, on ne sait pas combien elles sont. Par ailleurs, vraisemblablement, pour devenir une Guerilla Girl, il faut être coopté par une autre Guerilla Girl. On ne s'engage pas comme ça sans y être invité. Mais non, on ne sait pas qui elles sont du tout. Elles vraiment préservent leur anonymat.
Donc non, je ne sais pas. Et donc elles ont des pseudonymes qui sont des noms d'artistes Oui, femmes, effectivement. Donc elles utilisent des pseudos, et ces pseudos, ce sont des noms d'artistes femmes qui, pour le coup, sont disparus. Donc il y a, c'est vrai que je redis toujours Frida Kahlo, mais elles ont plein de noms d'artistes femmes. Ouais. Valérie, dans les années 90, toi, tu vivais à San Francisco. Donc, c'était un peu le bouillonnement aussi à cette époque-là des féministes sur la côte américaine. Est-ce que tu as des souvenirs justement un peu de cette effervescence dans le milieu artistique? Alors, j'ai surtout un souvenir qui date de quelques années auparavant à Manchester. Et je vois arriver deux artistes américaines codeuses qui faisaient aussi des études de genre. Je ne savais pas ce que c'était les études de genre, et elles m'ont initiée à cette culture-là. C'était l'époque de Donna Haraway avec le manifeste cyborg qui disait « Je préfère être une cyborg qu'une déesse ». Il y avait aussi... en fait, on parle peut-être de vague, mais c'était peut-être une rupture, tout simplement, et l'arrivée d'Internet, de la cyberculture. Ouais, c'était assez bouillonnant. Parce qu'en fait, c'est aussi le cas dans l'exposition Guerrilla Girls. C'est pas des femmes artistes qui revendiqueraient un art féminin, un art du féminin. Donc ça, c'est aussi intéressant. Elles revendiquent surtout d'occuper une place, d'être représentées. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, y compris dans l'histoire de l'art, de groupes qui ont eu cette force d'action, où vraiment il y a les Guerrilla Girls et après... Ah, la colle. Désolée. C'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur Guerrilla Girls pour l'exposition. Il y a le collectif La Barbe en France qui est un peu une sorte d'équivalent. Mais non, effectivement, il ne s'agit pas, comme vous dites, de revendiquer un art féminin ou un art fait par les femmes, mais juste que les femmes artistes soient reconnues au même titre que les hommes. Et surtout, pour toutes les femmes artistes qui ont travaillé jusqu'alors, c'est qu'elles aient leur place dans l'histoire de l'art au même titre que les hommes, parce qu'elles y ont participé autant qu'eux. Chez nous, à Poitiers, on a l'exemple de Camille Claudel, qui a travaillé avec Auguste Rodin. Et on se rend compte encore aujourd'hui que quand on dit Auguste Rodin, tout le monde voit qui c'est. Alors, il y a juste à dire le penseur, c'est une évidence. Et quand on dit Camille Claudel, on le voit en médiation quotidiennement au musée, et que finalement, quand on est un peu initié, on voit qui c'est, mais pour le grand public, c'est pas évident du tout. Et par ailleurs, elle travaillait en même temps que lui, dans le même cercle, ensemble, et elle n'a pas eu... le succès qu'il a eu lui, la reconnaissance et tout ce qui va avec. Oui, parce que souvent elles sont invisibilisées, soit parce que c'est un couple d'artistes et l'homme soit va s'approprier ou va faire l'ombre, en tout cas, de ces femmes, soit parce qu'elles peuvent être aussi anonymes, ou ne pas avoir le droit aussi d'accéder à des ateliers, parce que finalement, pour apprendre les techniques artistiques, ça vient assez tardivement. Et peut-être dans le milieu de la musique, quel extrait en miroir les constats que font les Guerrilla Girls? On a beaucoup de statistiques. Alors, ce qui est intéressant avec la tactique des Guerrilla Girls, c'est que ça se base sur la statistique. En France, on est un peu frileux par rapport à ça. Mais il y a eu, par exemple, le rapport Rennes-Pratt, qui est assez connu, qui explique que seulement, par exemple, 2% des compositrices sont au répertoire contemporain. Alors après, il y a la présence dans les festivals, les labels, etc. Et pour ça, on a eu par exemple Female Pressure qui a établi des statistiques et on tourne autour de entre 10 et 20%. Et ce qui est assez troublant, c'est que c'est l'impression d'égalité. C'est qu'autour de 23%, on se dit ah ben oui, les femmes sont représentées. Mais il n'y a pas d'outils d'équilibrage. On est dans les mêmes problématiques de plateformes d'invisibilité et surtout de renommée, finalement, et de pyramide aussi. Pyramide du pouvoir, qui dirige, qui programme. Ouais. Est-ce que par rapport à l'affiche... Peut-être que, Mélanie, tu peux décrire l'affiche la plus célèbre des Guerrilla Girls pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu l'exposition, et dire peut-être l'écho qu'elle a aujourd'hui, cette affiche.
Alors, la fiche de l'exposition, c'est un détail de leur travail le plus connu, à savoir un détournement de l'odalisque d'Ingres, donc une femme nue, allongée, un peu lascive, à qui, du coup, elles ont collé la tête de gorille qui les représente, puisque c'est le masque qu'elles utilisent dans leurs actions. Et avec cette image, ce détournement de cette œuvre célèbre, il y a une phrase qui demande si est-ce qu'on doit être une femme nue pour entrer dans les musées. Et là, elles, comme elles font leur compte, elles tiennent des statistiques. Voilà, on n'est pas dans le fantasme, on est sous-représentés, nous, les artistes femmes. C'est vraiment du factuel. Elles tiennent des comptes, elles ont des chiffres. C'est vraiment très, très sérieux, leur revendication. Et du coup, voilà, elles donnent les statistiques, à savoir, donc je les ai plus là tout de suite maintenant en tête, mais qu'en gros, seulement 5% de femmes artistes sont exposées, alors que 75% des nus sont des femmes. Et donc dans notre exposition, on montre leur version de 1989, donc on est là sur du 5 et 75, j'espère ne pas me tromper dans les chiffres. Et elles ont refait la même en 2012 et on est à 4% de femmes et un petit peu moins au niveau des nus. On va reparler de ces chiffres de manière plus précise sur les inégalités, mais je voulais savoir, l'une et l'autre, dans vos parcours professionnels et puis personnels, quel a été le moment où vous avez eu une prise de conscience justement de ces inégalités-là? Quel a été le moment du déclic? Alors Valérie, dans le milieu de la musique, peut-être, de se dire à un moment... tiens, on est sous-représenté ou minoritaire, enfin je ne sais pas comment était la prise de conscience. Et puis Mélanie, peut-être sur le rapport aux collections et aux musées. Ça a été très progressif. Je pense qu'à une époque, je ne me posais pas la question, ni du plafond de verre, ni de la représentation des femmes, des personnes racisées, des personnes invalides, etc. Toutes les discriminations me passaient au-dessus de la tête, il faut bien le dire. Et je pense que c'était vraiment une sorte de conditionnement par défaut, par omission. Et puis, je notais certaines attitudes, évidemment, du sexisme ordinaire que j'avais intégré. Et je pense que ce sont vraiment les statistiques de Female Pressure qui m'ont fait réagir. Donc, pour le coup, ça a fonctionné sur moi. J'en ai discuté avec d'autres amis. À force d'en parler entre nous, on s'est rendu compte qu'on avait été plus ou moins victimes, sans vouloir se victimiser, mais en tout cas qu'on avait souffert de certaines violences sexistes. Et de là, voilà, on a le processus de prise de conscience s'est enclenché et il a duré, il dure encore. Ajouté à ça, j'avais repris aussi des études en sociologie américaine et il se trouve que j'ai été sensibilisée au droit civique par un autre biais, donc tout ça s'est recoupé. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément d'injustice et d'inégalité. Mais y compris dans la formation et dans les modèles, est-ce que c'était... plutôt des modèles masculins, justement, chez les artistes qui étaient... mais il n'y avait pas de prise de conscience que c'était eux qui peut-être avaient fait ta formation musicale Oui, non, c'était vraiment... j'en étais inconsciente, oui, je dois le dire. Et quand j'ai ouvert les yeux ou les oreilles, je me suis dit, c'est incroyable d'avoir internalisé cela, quoi. Mélanie ? Pour ma part, c'est un peu venu, pas sur le tard, mais au fil du temps. Et déjà de constater, moi pour le coup, pour être médiatrice culturelle et travailler dans un musée, j'ai fait de longues études d'histoire de l'art. Et avec un peu de recul, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, c'est de m'apercevoir que dans tous les artistes qu'on nous présentait, je pense qu'il n'y a qu'un nom de femme qui m'est resté, parce que ça doit être la seule qu'on a vue, c'était Rosa Bonheur. Et je n'ai sinon aucun souvenir. Bon, c'est loin, hein, même sans être très âgée, j'ai quand même, mes études sont derrière moi. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir étudié une artiste femme pendant les cours d'histoire de l'art, à part Rosa Bonheur. Voilà. Et puis, ça fait quand même un certain temps que je travaille au musée de Poitiers et de me rendre compte, de me rendre compte au quotidien, ça justement que tous les groupes scolaires connaissent Rodin, mais pas Claudel,
qu'on a un beau palier 20e avec Odette Pauvert, Shana Roloff, Sarah Lipska, Romaine Brooks, et que finalement, quand on est averti, quand on a un pied dans l'histoire de l'art, ça parle un peu, mais quand on est grand public éloigné de l'histoire de l'art, du monde des musées, de la culture, c'est vraiment abscon, ça ne parle pas du tout. Vraiment, je pense qu'un tout petit pourcentage de notre public connaît ces artistes. Mais par contre, sur le même palier, on a du Mondrian, du Boudin, du Pissarro. Et là, je pense que tout de suite, ça parle beaucoup plus, sans qu'on soit ancienne étudiant d'histoire de l'art. Donc c'est ça, au fait, c'est le quotidien. C'est, j'avoue, l'expo L'Amour fou aussi qui a un peu réveillé ce truc où je me suis dit, c'est pas... Oui, on va présenter des couples d'artistes, mais c'est pas de manière égalitaire qu'on les présente. Enfin, la scéno, le propos était très intéressant, mais finalement, pour le public qui connaissait les partenaires des grands artistes qui étaient présentés dans cette expo, à savoir Chagall, Picasso et Aragon. Et voilà, le public connaissait pas forcément les artistes, enfin les femmes artistes avec qui ils avaient vécu. Et voilà, c'est pas juste. Et Rosa Bonheur, d'ailleurs, il y a une rétrospective actuellement au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et c'est vrai qu'elle est plus connue parce qu'elle a fait ces tableaux monumentaux comme ça de scènes d'animaux. Enfin voilà, c'est un peu. En plus, elle était dans un genre peut-être plutôt masculin d'ailleurs. Donc tirer son épingle du jeu d'une certaine manière. Alors, il est temps de faire une petite pause musicale. Donc, c'est un clin d'œil aux Guerilla Girls avec le groupe... alors, c'est pas le groupe mythique des Bikini Kills avec Kathleen Hanna au chant, mais c'est les sœurs ou les petites sœurs avec le groupe LA Witch, donc, que nous allons écouter, qui est fondé en 2011. Et là, c'est un titre de l'album Play with Fire qui s'intitule Fire Starter. I got too much to do and not enough.
idées. Reconstruire ensemble. Nous sommes toujours avec Valérie Vivancos et Mélanie Mingan-Sachon et je dois une explication au public qui est présent à l'Espace Mendès France parce que j'ai sorti c'est Valérie a trouvé dans les couloirs de Mendès France. Nous, on n'a pas les Guerilla Girls, mais on a quand même des portraits de singes. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de dire aussi qu'il y a une des affiches des Guerilla Girls, qui est Les avantages d'être une femme artiste, qui avait été reprise par un collectif de femmes scientifiques qui avait détourné cette affiche en disant les avantages d'être femme scientifique, comme ça, pareil, en listant un certain nombre d'items un peu ironiques sur... on sait aussi que dans le milieu scientifique... les femmes ont aussi beaucoup de difficultés à accéder d'une part à des postes de responsabilité, etc. Enfin bref, c'est un peu les mêmes freins qu'on retrouve dans tous les milieux. Donc, pour revenir sur la faible part de femmes artistes, notamment dans les musées, aujourd'hui, quand on regarde en France, par exemple, le Louvre, qui est un des plus célèbres, compte une trentaine de tableaux de femmes sur 4463 œuvres, des collections permanentes. Le musée d'Orsay n'est pas mieux puisqu'ils ont moins de 7% d'œuvres de femmes. Or, elles existent, on le sait, quand on remonte dans le temps, quand on fait l'histoire des femmes et en histoire de l'art, en histoire de la musique, en histoire des sciences, on se rend compte qu'à toutes les périodes, elles ont créé, elles ont écrit, elles ont mené des recherches scientifiques. Et donc, là, je vais citer une philosophe qui s'appelle Geneviève Fraisse, qui a beaucoup travaillé sur cette question justement des muses de la raison, des femmes celles qui ne sont pas celles qui inspirent justement, mais celles qui écrivent. Elle a participé à un ouvrage collectif dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Compositrice, l'égalité en actes, qui est paru en 2019, dans lequel on trouve 53 portraits de compositrices. Donc peut-être, Valérie, tu pourras en dire peut-être tu peux même en dire un mot, mais elle, en tout cas dans ce livre, elle a écrit ceci. Donc elle dit que l'image privilégiée dans l'histoire de l'art, la femme comme corps devient la femme qui veut et peut représenter les corps. Et la femme comme éternel modèle du peintre n'est plus seulement objet d'art, mais sujet d'art. Alors, peut-être tu veux dire un mot sur le livre et sur ce livre de compositrice qui met en lumière ces 53 femmes parmi de nombreuses. Oui, une formidable initiative avec des textes critiques, effectivement. La question de la renommée aussi, c'est quelque chose que ça vient questionner. Pourquoi on doit faire des ouvrages pour attraper un peu le temps? C'est un outil d'équilibrage, encore une fois. Parce que, je vais faire une petite digression, mais si on veut avoir une page Wikipédia, et Dieu sait que là aussi, enfin Dieu ou déesse savent que là aussi, on a un déséquilibre sur la représentation des femmes sur Wikipédia, il faut avoir des références dans un dictionnaire, dans une encyclopédie, dans des articles. Et donc c'est un cercle vicieux systémique. On manque de documentation, d'où l'invisibilité. Et c'est une grille de lecture qui peut se transposer à toute forme de discrimination, finalement. On a un monde historique, une historiographie qui est basée sur l'homme blanc, valide, dans un pays riche. Enfin, il y a vraiment une grille de lecture qui est biaisée et dans laquelle on évolue. D'où nos propres problèmes d'identification en tant que femme artiste. Donc oui, ce livre est imparfait, mais il a le mérite d'exister et qui veut bien se pencher sur la question. Un des arguments qu'on entend souvent, et je suis sûre que vous avez entendu, c'est il n'y a pas de femme artiste, elle n'existe pas. Ah bon. Et dans le milieu de la musique, on voudrait bien en programmer, mais où sont-elles ? Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi avec le réseau Fairplay, des plateformes de visibilité, d'audibilité. Donc voilà, ça sert au moins à ça. Et Mélanie, peut-être réagir par rapport à ces chiffres-là et pourquoi finalement ces femmes donc qui ont toujours peint, sculpté, enfin voilà, qu'on trouve quand on cherche, on les trouve. Pourquoi elles restent dans les réserves souvent, ou pourquoi
aussi, des fois, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois derrière les anonymes des cartels, ce sont aussi des femmes. Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse pourquoi elles restent dans les réserves et pourquoi on ne les montre pas. Justement, ça me fait penser à des documents, des affiches qui ont été créées par les Guerilla Girls, où elles expliquent qu'il y a de plus en plus de femmes qui font leurs études dans des écoles d'art à notre époque, mais par ailleurs, elles ne sont pas plus exposées qu'auparavant. Et aussi, il y a une série d'affiches où elles disent faites sortir les femmes des réserves pour les mettre dans les collections permanentes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la réponse. J'imagine qu'il y a peut-être des spécialistes qui ont un peu plus creusé la question. Par ailleurs, on sent qu'il y a quand même peut-être une prise de conscience pour que les institutions culturelles elles fassent peut-être un peu plus qu'auparavant pour donner de la visibilité à ces artistes femmes. On voit qu'il y a quand même depuis 10 ans pas mal d'expositions temporaires qui mettent en avant ou remettent en lumière ces artistes. Alors, puis pour le coup, moi je travaille pour un musée qui justement a ce fil rouge de la femme dans toutes ses collections, de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Certes, notre pourcentage, il n'est pas foufou, mais on a quand même 9% de nos artistes de la collection permanente qui sont des femmes. Maintenant, le jeu, c'est de le montrer encore plus au public. Si on n'a pas la démarche de lire le cartel, on ne sait pas forcément que ce tableau, il est genré, quoi, que c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Il faut vraiment aller lire le cartel pour voir que ça va être l'œuvre de Sarah Lipska ou Romaine Brooks ou une autre artiste ou une autre femme artiste. Mais certes, oui, il y en a dans les réserves. Après, toujours pareil, le musée pour lequel je travaille, il a aussi une politique d'acquisition, de vraiment avoir cette démarche de faire l'acquisition de plus d'œuvres de femmes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est général à tous les musées de France. Est-ce qu'on est dans un effet de mode? Là, je n'ai pas la réponse. Mais on sent quand même dans la littérature sur l'histoire de l'art, on voit plein d'ouvrages actuellement sur des monographies ou des catalogues qui relistent des femmes artistes on parle des oubliés de l'histoire ou de l'histoire de l'art. Enfin, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est vraiment une prise de conscience qui fait qu'il va y avoir du changement et que si les Guerilla Girls refont des pourcentages dans 10 ans ou 15 ans, ce sera mieux. Là, vraiment, c'est un point d'interrogation. Oui, parce que finalement, là, on se dit, malgré tout, depuis les années 90 et même avant, parce que les historiennes qui ont commencé à travailler en histoire des femmes, c'est milieu des années 70. Bon, ça avance assez lentement. Alors, est-ce que vous avez identifié, vous, des freins ou des choses qui permettraient d'expliquer un peu pourquoi ça n'avance pas, ou en tout cas... Je pense que on en revient peut-être à la pyramide institutionnelle, c'est-à-dire que, par exemple, dans les centres de création musicale, il y a très peu de femmes au poste de direction. C'est un peu comme dans les entreprises. Hein. Par exemple, en Scandinavie, il y a une politique des quotas, ce qu'on ne veut pas faire en France. C'est toujours problématique de faire du forcing ou de la discrimination positive, entre guillemets. Mais moi, je vois ça comme un outil qui pourrait être un outil temporaire pour banaliser justement la présence et la visibilité des femmes dans le milieu de la culture et le milieu de l'art, la création. Et ensuite, et quand je parle des femmes, c'est pas seulement les femmes, mais les personnes racisées, handicapées, toutes celles qu'on invisibilise. Donc, je pense que le système en lui-même est défaillant. Alors, est-ce qu'on rêve l'obscur et on met tout à zéro et on recommence? Ça, c'est une utopie. Si on essaye de composer avec ce qu'on a déjà, ça demande une prise de conscience de la société tout entière, sachant il reste des forces antagonistes et des backlash, des retours de bâton, comme on voit en politique aux États-Unis en ce moment, et que rien n'est jamais acquis, et qu'en période de crise économique ou politique, on oublie les déséquilibres et la loi du plus fort revient. Et tu as mentionné tout à l'heure le rapport Rennes-Pratt.
Alors le premier, je crois que c'est en 2016, où elle commence à chiffrer en fait dans le milieu culturel justement qui sont les programmateurs, voilà, où sont les programmatrices, enfin, voilà, un peu la répartition hommes-femmes. Et juste là, sur les chiffres qui ont été faits ces dernières années, donc c'est les chiffres de 2020. Donc en musique actuelle, ce qu'on appelle la musique actuelle, c'est tout ce qui n'est pas musique classique en fait. Ouais. Voilà, ça englobe tout ce qui n'est pas le classique. Il y a 20% des artistes en 2020 qui sont des femmes. Et comme voilà, tu le soulignais, elles sont seulement 14% à être programmées dans des festivals. Et si on remonte le fil, parce que ça, il me semble une clé d'interprétation pour comprendre ces freins-là, c'est qu'on a une productrice pour 38 producteurs. Ouais. Et est-ce que, voilà, tu peux peut-être parler un peu de ce constat-là et Oui, c'est ça en fait. Et en plus, il y a malheureusement une sorte de... Alors, sans aller dans des généralités, puisqu'évidemment tout le monde ne fonctionne pas sur le même modèle, mais quand ça a été dur pour une femme d'accéder à un poste de pouvoir, entre guillemets, la tendance pourrait être le syndrome de la schtroumpfette, c'est-à-dire... par exemple, dans le monde de l'art, je pense à Catherine Millet, qui règne sur Art Press et qui a une forme de misogynie. Elle avait signé notamment la tribune sur le droit d'importuner. Oui, voilà. Donc c'est au fond, moi j'y suis arrivée, démerdez-vous. Mes alliés à moi, ce sont les hommes, et voilà, ce sont les combattants, les guerriers, et je ne fais pas la courte échelle. Et c'est ça le gros souci, en fait, parce que faire la courte échelle, c'est toute une philosophie de partage, de répartition des richesses. Enfin, c'est vraiment une sorte d'éthique politique qui n'est pas en vigueur dans un monde capitaliste, néolibéral. Oui. Oui, et puis au-delà de ça, c'est aussi de dire que c'est pas une mise en concurrence ou être contre... voilà, les hommes ou contre les artistes. Voilà, c'est vraiment de pouvoir être représenté. Ça, c'est bien l'objet aussi à la fois des expositions et de tout ce qui est mis en place. On va pouvoir un peu parler justement dans une dernière partie un peu des modes d'action qui se forment pour répondre à ces freins. Alors, on va parler aussi du réseau Fair Play, justement, et c'est l'occasion d'écouter un des morceaux de la playlist inclusive qui a été réalisée donc, qui a été faite pendant le confinement. Et là, nous allons écouter un morceau de Catenation, Love Them All.
ensemble. Donc, on vient d'entendre un morceau de Catenation, donc, qui fait partie du réseau Fairplay. Alors, le réseau Fairplay, il a été invité à plusieurs reprises à Poitiers à l'invitation du lieu multiple, donc Patrick Tréguer et Marika Boutou. Donc, il y a eu des artistes parmi ce réseau qui sont venus comme Meryl Hamp récemment, Violaine Lochu, Myriam Pruvot, Dinah Bird, Pomme Bouvier, Lola Jima, Lucie Berthaud-Schneider. Voilà. Et donc le réseau, il est présenté ainsi. Fairplay est un réseau destiné à promouvoir la visibilité, audibilité des femmes cis, trans, non-binaires dans les domaines de la création sonore, des musiques expérimentales alternatives, électroacoustiques et des arts et techniques associés. Dans ce cadre, Fairplay s'efforce d'inclure les minorités socio-culturelles ignorées par les systèmes dominants. Alors bon, déjà, il y a plusieurs choses peut-être à expliquer sur ce qu'est c'est de la musique expérimentale aussi alternative, parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Et après, peut-être Valérie nous dire depuis la création de ce réseau, est-ce que la situation elle a évolué pour les artistes dans la programmation. Bon, la niche de la musique expérimentale, c'est par exemple la création radiophonique, la musique électroacoustique, l'improvisation, le free jazz. C'est assez large, hein, difficile de donner une définition précise, mais ça reste un lieu, disons, inscrit dans la musique contemporaine pour faire rapide. Et ouais. Donc. Est-ce que donc depuis la création du réseau, ce réseau Fairplay, ça a permis justement une meilleure visibilité et d'ailleurs, il y a combien de personnes dans le réseau actuellement, tu sais? C'est un réseau, donc on n'est pas, contrairement à un collectif, on ne chiffre pas les membres. On sait qu'il y a à peu près 1200 personnes qui sont dans le groupe sur les réseaux sociaux. On envoie une newsletter à pareil, autour de 1000 personnes. On a travaillé depuis 2016 avec environ 350 artistes lors de programmation, de projets musicaux, d'émissions radio, projections, festivals, tables rondes. Donc oui. Et puis on est une quinzaine à porter le réseau pour tout ce qui est logistique. Et puis certaines artistes sont très investis sans avoir de rôle défini. Donc c'est vraiment très organique. Hein. C'est pour ça qu'on voulait aussi se constituer en réseau. Oui, pour pas que ce soit sclérosé. Mais est-ce que tu as senti que par rapport aux programmateurs et aux programmatrices, ça changeait la donne aussi d'arriver avec un réseau? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un lieu d'identification. Donc, on s'adresse à nous quand on cherche des femmes. C'est un peu triste, hein, mais on fait un travail de défrichage aussi, dans une certaine mesure, même si ce n'est pas notre rôle, si on est tout artiste et qu'on aimerait ne pas faire que ça. Et d'ailleurs, il arrive qu'on baisse un peu les bras aussi, hein, mais oui, il y a ce travail un peu de relais. Et puis, comment dire, c'est aussi peut-être une masse critique. Donc, dans nos environnements ou dans nos réseaux mixtes personnels, on peut constater des changements, une sorte de sensibilisation à la problématique. Donc certains programmateurs, là je le mets au masculin, qui dans leur label, leur festival, leur institution, ne s'étaient jamais posé ces questions-là, on le voit depuis une dizaine d'années en tout cas, et puis il y a eu évidemment MeToo et d'autres combats entre guillemets, mais ça a changé, oui, ça a changé, moi je le constate, c'est-à-dire que certains plateaux qui étaient, je vais prendre le GRM par exemple, qui est vraiment un lieu où si on cherche dans l'histoire, on n'a pratiquement que des compositeurs, donc le groupe de recherche musicale de l'INA. Depuis quelques années, et je ne sais pas d'où vient ce changement, mais les plateaux sont mixtes,
il y a un effort de diversité. Je pense évidemment à ceux qu'on considère comme étant nos alliés, et Patrick ici en fait partie, ou quelqu'un comme Rodolphe Alexis qui programme la Biennale du Mans et qui depuis, depuis 5 ou 6 ans pense vraiment ses programmations en termes de parité et de diversité. Donc quelque part, on a l'impression, oui, que ça bouge un petit peu. Après, au niveau des statistiques, si on reprend les statistiques de Female Pressure, donc qui, je le rappelle, est un réseau aussi, un réseau international, mais basé en Allemagne et en Autriche. Depuis une dizaine d'années, les pourcentages ont bougé de 2 ou 3% de la présence. Donc on est dans certains pays autour de 25% de femmes dans les festivals. On arrive parfois à 30%, c'est miraculeux. Voilà, sur une donnée précise. Et donc ça a évolué un tout petit peu. Mais là encore, c'est pas une révolution. Enfin, on n'est pas dans la parité totale. On peut avoir un peu cette même impression du côté de l'histoire de l'art, puisqu'il y a pléthore d'expositions ces dernières années. Orsay avait fait une exposition sur les femmes photographes. Il y a eu Elle au Centre Pompidou. Il y a aussi des sortes d'expositions monographiques, Dora Maar, Viviane Mayer. À Paris, alors à Paris en fait, essentiellement, mais aussi le musée Sainte-Croix fait la part belle aux femmes artistes. Il y a ces expositions, il y a actuellement Pionnière aussi à Paris en ce moment, au Luxembourg, jusqu'au 10 juillet, et d'autres événements en France, mais en fait c'est souvent des expositions, donc peut-être que ça peut donner cette même impression d'une grande visibilité, et après derrière, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place, est-ce qu'il y a d'autres constats, puisque les collections permanentes n'évoluent pas forcément, est-ce qu'on va avoir comme ça une série d'expositions, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en cours, ou qui bougent en tout cas? Alors, à Paris, beaucoup, mais c'est vrai que finalement en province aussi, parce que ces dernières années, il y a eu aussi des expositions à Rennes, à Limoges, dans des villes de taille moyenne, on a vu quand même soit des expositions monographiques, soit collectives, mais peut-être impulsées par la capitale. Voilà, il y a un effet de résonance en province. Et puis, comme dirait le directeur du musée de Poitiers, c'est l'effet tarte à la crème depuis 5 ans, où voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses... beaucoup d'expositions temporaires, en l'occurrence, autour de ces artistes femmes. Alors, toujours pareil, je ne suis pas un bon exemple parce que je travaille dans un musée qui a une politique d'acquisition et un fil rouge de collection permanente. Et ça, en fait, c'est pas récent, c'est depuis les années 50, avec l'arrivée des Camille Claudel dans les collections permanentes, que les conservateurs ont pérennisé ce truc autour des œuvres des femmes. Donc voilà, on s'en félicite ici, mais peut-être qu'il y a d'autres musées dont moi je ne connais pas, je les connais pas, mais qui ont un peu la même démarche. Mais oui, il y a des cycles de conférences, il y a quand même, on sent beaucoup de médiation. Certes, si ça a été impulsé par une exposition temporaire, c'est peut-être après pérennisé par des cycles de conférences, des publications. On sent quand même... Peut-être que ça va faire pchit et après, ça va retourner dans les oubliettes. Mais on sent quand même qu'il y a une dynamique. Alors là, je suis dans le ressenti, pas dans le factuel. Je pense qu'il faudrait tenir des stats et voir à l'échelle nationale ce qui se fait et ce qui va durer. Mais on sent quand même qu'il y a une énergie et un intérêt. Et c'est impulsé par les expositions temporaires. Chez nous, c'est valorisé dans la collection permanente. Et espérons que ça se fasse ailleurs. Et dans les acquisitions aussi ? Oui. Nos dernières acquisitions sont des réalisations d'artistes femmes. Ouais. Et peut-être dire quelques mots sur ce collectif Aware. Oui, voilà. Et j'allais dire, si c'est pas porté par des institutions muséales, officielles en tant que telles, ça se fait de manière associative et engagée de manière alternative. Et là, tout de suite, oui, je pense à l'association Aware. J'ai plus les lettres de l'acronyme, mais en tout cas, voilà, c'est...
C'est un... C'est Archive of Women Artists ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour nous une vraie ressource aujourd'hui parce que ce sont des conservatrices et aussi des femmes du monde de la justice. Enfin, je crois qu'il y a de la diversité quand même dans le collectif au départ, où elles ont constitué une vraie documentation d'artistes, et justement sur toutes ces femmes qui ont été oubliées par l'histoire de l'art, en faisant des textes vraiment documentés, scientifiques, fournis sur des artistes connus, mais aussi il y a une fiche sur les Guerrilla Girls sur le site de Where, mais après aussi des fiches sur des artistes qui du coup ont moins de visibilité, mais voilà, justement elles rendent justice en donnant des informations et en compilant de plus en plus d'informations sur ces femmes un peu moins connues. C'est le travail sur le matrimoine aussi parce qu'on parlait, c'est assez amusant, cette analogie entre le répertoire des compositrices, donc ceux qui restent, et les fonds des musées. Et vraiment, le pourcentage le plus bas est là. Donc ce travail sur le matrimoine et sur l'histoire finalement de ce qui va rester, ce qui est documenté, ce qui est pérenne, se trouve là. Et elles font aussi, je crois, un prix annuel pour encourager les jeunes artistes. C'est ça qui est intéressant parce que c'est des mouvements, c'est un double mouvement entre les artistes qui ont été invisibilisés ou les femmes dans l'histoire qui ont été invisibilisées à réhabiliter d'une certaine manière, parce que quand on regarde l'histoire du 19e siècle où il y a eu beaucoup de femmes et qu'on regarde des dictionnaires biographiques et à un moment elles disparaissent justement, ces femmes créatrices, en fait elles sont dans les dictionnaires biographiques, ça revient sur la thématique de Wikipédia, elles disparaissent au cours du 19e pour la plupart d'entre elles et donc il y a ce travail à faire de réhabilitation grâce à des outils justement comme Wikipédia, mais en même temps il y a aussi un autre travail qui est celui de valoriser, de programmer, de montrer celles qui sont vivantes, celles qui créent aujourd'hui. Donc c'est aussi ces doubles mouvements et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers. Nous on en a accueilli aussi ici à l'Espace Mendès France des ateliers de matrimoine sur Wikipédia justement pour créer des fiches. Voilà, chacun et chacune d'entre vous peut le faire et c'est un travail citoyen aussi et scientifique. Voilà, ouais, c'est ça. Pardon. Oui, oui, le collectif Les 100 pages qu'on trouve sur Wikipédia et qui œuvre en ce sens. Et donc il y a aussi cette question peut-être des pionnières en musique, souvent parce que tu citais le GRM, mais on pense souvent sur la musique en tout cas électroacoustique à des personnes comme Pierre Schaeffer, Pierre Henry, c'est les deux noms qui vont ressortir, qu'on va souvent entendre. Bon, en histoire de l'art, c'est la même chose, mais il y a la même période un peu des pionnières aussi, comme Eliane Radi, Christine Groult, qui d'ailleurs fait partie du réseau Fairplay, Isabelle Aboulker, etc. Ce sont plusieurs femmes qui ont composé. Et là, on va écouter un dernier morceau avant d'entendre le set que nous propose Valérie Vivancos pour clore cette soirée en beauté. Et là, il s'agit de Suzanne Ciani. Alors, peut-être que vous avez l'impression de n'avoir jamais entendu ce nom, et pourtant, vous la connaissez toutes et tous, puisque le son mythique du Coca-Cola, c'est elle. La console Atari aussi pour les collectionneurs. Et donc Suzanne Ciani, c'est une pianiste de formation, et dans la musique électronique, elle a composé à partir d'un appareil qui a été développé par Donald Buchla. Et elle est venue d'ailleurs jouer, c'était une très très belle soirée, elle est venue jouer dans le planétarium de l'Espace Mendès France en 2019. J'ai eu la chance de l'interviewer d'ailleurs pour un numéro de la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine qui portait sur les bruits. Et donc on va écouter un extrait de l'interview avec un extrait d'un album qui est sorti, qui est paru en 1982, intitulé Seven Waves. Et là, c'est Second Waves, Sirens. I think in terms of poetry, ideas, emotions.
Bien, je souhaitais remercier Mélanie Mingan-Sachon pour avoir répondu à nos questions, donc médiatrice culturelle au musée Sainte-Croix. Et je rappelle donc que l'exposition Guerilla Girls est à découvrir jusqu'au 16 octobre. Je remercie également Valérie Vivancos que nous allons écouter pour un set d'une 20aine de minutes.
Il ne manquait plus que les fauteuils du planétarium pour partir plus loin dans les rêves. Merci beaucoup Valérie Vivancos pour ce set. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci à l'Institut français, à la région Nouvelle-Aquitaine pour leur soutien, à la ville de Poitiers, au musée Sainte-Croix pour leur participation et leur contribution. Encore une fois, merci à nos invités, Valérie Vivancos, Mélanie Mingan-Sachon. Merci à Victor Dubin pour la réalisation de cette émission radio, Julien Lefebvre et Margot de Oliveira pour le streaming. Bien sûr, merci à toutes les équipes de l'Espace Mendes France, et particulièrement Justine Sassonia, Patrick Tréguer, Marika Boutou, Alain Chotard, Antoine Cantet. Et je vous souhaite une belle soirée et de bonnes vacances. À bientôt. Nuit des idées.